Good afternoon. Le président, rebonjour. Nous reprenons la dernière session de la journée. Maître Rocher, j'ai juste quelques questions avant de clore le président. Très bien. Maître Rocher, Monsieur le témoin, Diamandé Adama, c'est lui qui organisait des réunions lorsque il s'agissait de questions importantes. Il avait un rôle d'organisateur, n'est-ce pas? C'était cela, sa fonction. J'aimerais qu'on clarifie la question. Organisation au sein de son quartier ou bien au sein du RDR. Well, that's a good question, witness. Question. Eh bien, monsieur le témoin, c'est une excellente question. Est-ce qu'il jouait un rôle dans l'organisation au niveau de son quartier, par exemple? Je vous ai dit que je n'habite pas le quartier. Je ne suis pas à Doucouré. Je ne suis pas à Yaoundé non plus. Moi, j'habite au terminus 40. Donc, les affaires internes à ces quartiers-là, je ne peux pas trop m'y prononcer. Mais sur le plan de la collaboration politique, je sais qu'il était secrétaire de section par intérim au moment des événements. Et dans ce cadre-là, il jouait le même rôle que moi, mais dans sa zone à lui. Question. Aujourd'hui, là je ne parle pas de la période des événements, mais aujourd'hui, est-ce que Diamandé Adama joue un rôle en ce qui concerne le soutien des victimes des événements de 2010-2011? C'est possible. C'est possible. C'est ce que j'ai dit. Bon, au niveau de son quartier, sur le plan politique, on collabore beaucoup. Mais à part ça, bon, les problèmes internes au quartier, bon, je ne suis pas très impliqué, mais je sais que quand même, il aide les gens, les victimes. Il y a des personnes qui viennent souvent le voir, des ONG pour faire peut-être des dons, etc. Je sais que ce genre de choses, souvent, ça passe par lui parce que c'est quand même quelqu'un de connu et de respecté dans le quartier. Question. A-t-il organisé des réunions sur les événements du 25 février et sur le procès qui a lieu à la Cour pénale internationale? À ma connaissance, bon, je ne sais pas, ça je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a organisé des réunions, non, ça je ne sais pas. Je sais que c'est le nouveau commissaire politique actuel et voilà, c'est mon collaborateur, c'est mon supérieur hiérarchique dans le cadre de la politique. Bon, maintenant, quant à sa vie au quartier, bon, je ne suis pas trop imprégné de ça. Donc, je ne peux pas dire qu'il a organisé. À ma connaissance, bon, moi, je n'ai pas de connaissance de ça. Je ne peux pas me prononcer sur ça. Do you play any role? Question. Est-ce que vous-même, vous jouez un rôle dans l'organisation ou dans le fonctionnement du collectif des victimes? J'ai dit,
ce qui s'est passé, c'est que après les événements, après la crise, il y a beaucoup d'organisations qui sont venues nous voir, hein, pour nous recenser, hein, demander ce que nous avions perdu, les préjudices subis et tout ça. Bon, vraiment, il y a une multitude d'ONG, d'associations qui sont venues dans ce cadre-là, souvent nous contacter. On s'est inscrit un peu partout. Bon, les gens ont dit qu'ils allaient essayer de lutter pour qu'on puisse un peu nous dédommager et tout ça. Bon, on s'est inscrit sur... Il y a une multitude, mais je ne suis membre d'aucune structure-là. Je me suis inscrit dans certaines, là même, je ne sais même plus où ils en sont, on ne les voit même plus. Donc, voilà ce que je sais maintenant, être membre du truc. Your Honour, did a translation come through of that? Question, Monsieur le Président, je ne sais pas si la traduction a été bien perçue en anglais, parce que en français, c'était un petit peu murmuré. Je ne sais pas si ça a été bien compris en anglais. Le Président, écoutez, je ne fais pas partie des structures et c'est ce que je sais à ce propos. Maître Shea, donc apparemment, ça a été plus clair pour les interprètes que cela n'a été pour moi. Très bien. Question. Pouvez-vous dire maintenant à la Chambre comment vous êtes rentré en contact avec le bureau du procureur? Bon, je leur ai posé la question. Je leur ai posé la question parce que un jour, mon portable a sonné et puis ils ont pris contact avec moi. Ils ont pris contact avec moi. Bon, et ils m'ont fixé un rendez-vous. J'ai vraiment hésité. J'ai hésité. Et ils ont essayé de me rassurer. Voilà. Ils ont essayé de me rassurer. Ils m'ont donné rendez-vous. Et je suis venu au rendez-vous. Quand je suis venu au rendez-vous, ils m'ont présenté des badges et tout ça pour me rassurer. Et je leur ai demandé comment ils avaient pu avoir les coordonnées. Ils m'ont dit que c'était un peu confidentiel pour des raisons de sécurité et tout ça. Donc, c'est comme ça que je ne sais pas parce que je milite dans quelconque, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont eu des coordonnées par rapport aux différentes associations où je me suis inscrit, ou bien peut-être parce que à un certain moment, j'ai poursuivi, j'ai mené des démarches pour pouvoir, comment on appelle ça, faire inscrire les ayants droit d'Ahmed, hein, pour qu'ils puissent être dédommagés. Voilà, j'ai mené cette démarche-là. Je me suis dit, bon, certainement, c'est dans le cadre de ces choses-là que bon, peut-être que j'ai eu mon contact. Did you subsequently find... Question. Par la suite, est-ce que vous avez appris par la suite qui vous a mis en contact avec le bureau du procureur? Non. Quand ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que c'était confidentiel et c'était pas prudent et que moi-même, je devais garder la chose tout à fait confidentielle aussi et tout. Bon, j'ai compris que voilà, il ne fallait pas insister, peut-être qu'il n'allait pas me dire que c'est M. X ou Y qui m'a... Mais que certainement, ils avaient de bonnes sources. Voilà, ils avaient de bonnes sources. Can I go into private... Question. Monsieur le Président, j'aimerais passer à huis clos partiel pour une question, Monsieur le Président. Le Président,
Passons à huis clos partiel. La greffière d'audience. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Le Président, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la défense de Monsieur Blé-Goudet. Maître Ndri, I think it's you. je crois que c'est vous qui contre-interrogez le témoin. C'est à vous. Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Je suis maître Claver Ndri Kwadio, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, co-conseil dans l'équipe de défense de monsieur Charles Blé-Goudet. Monsieur le témoin, je voudrais brièvement que l'on revienne sur un point. Nous allons y passer très vite. En 2002, en septembre 2002, lorsque la crise a commencé en Côte d'Ivoire, où étiez-vous? En septembre 2002, quand la crise a commencé, j'étais à Abidjan. Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit que j'étais à Abidjan. Lorsque la crise a éclaté en 2002, j'étais à Abidjan. Monsieur le témoin, est-ce que derrière ce coup d'État qui avait lieu donc en septembre 2002, vous pouvez nous citer les noms de ceux qui en étaient les auteurs? Le coup d'État. Je répète la question. Le coup d'État de septembre 2002, est-ce que vous pouvez me citer le nom des personnes qui en étaient les auteurs? Madam Prosecutor, wait a minute. Le Président, Monsieur le témoin, attendez un instant. Madame le procureur, Madame Chuba, désolée d'interrompre, mais je ne sais pas s'il y a un quelconque fondement de cette question. Le Président, écoutez, sans parler de cela, c'est en dehors de la portée des charges. Et moi, j'allais dire, c'était de traiter très brièvement de cette question, puisque ce sont des éléments que la Chambre connaît fort bien. Oui, monsieur le témoin, vous pouvez répondre, s'il vous plaît? La crise a éclaté le 19 septembre 2002 et c'est des militaires ivoiriens qui étaient en exil, voilà, qui ont perpétré voilà, ce coup de force-là. Des militaires ivoiriens qui étaient à l'étranger, bon, pour diverses raisons, hein. Monsieur le témoin, monsieur le témoin,
J'ai dit, est-ce que vous pouvez me citer des noms? Des noms. Des noms, bon, bien sûr, je peux citer Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est lui qui parlait au nom de... Il était le secrétaire général d'abord, je pense bien, de ce mouvement-là. Il y avait Thiophozier, il y avait Diarra Oumar, il y avait Chérif Ousmane, etc. Je vais vous proposer une série de noms, parce que j'ai dit que j'allais passer très vite sur ce sujet. Et si ces personnes-là étaient membres de cette rébellion armée, vous me confirmez. On va faire comme ça pour aller vite. Oui. Ouattao. Oui. Oui. Ibrahim Koulibaly, dit IB. Oui. Kone Zakaria. Oui, lui aussi, oui. Issouf Bakayoko. Issouf Bakayoko, je ne connais pas. Issouf Bakayoko, c'était le président de la CEI. Autant pour moi, Soumaïla Bakayoko. Maïla Bakayoko. Bon, à l'époque, moi, je ne connaissais pas ce nom. En 2002, bon, ce nom, je ne le connaissais pas. Et après 2002, vous avez connu ce nom? Oui, c'est après. C'est longtemps après. Il était le chef d'état-major, je pense, de la rébellion. Monsieur Martin Foffier. Oui. Oui. Je quitte donc 2002. Monsieur le Président, j'en avais parlé très brièvement, je quitte 2002. Après la crise, lorsque M. Alassane Ouattara a formé son gouvernement, que sont devenues ces personnes-là dans son dispositif de sécurité? I'm questioning the relevance of this. Madame Chubin, je ne vois pas quelle est la pertinence de cette question. Le Président, je pense que... Pardon, le Président, je n'ai pas bien compris. Madame Chubin, je ne vois pas la pertinence. Le Président, moi, je vois tout à fait la pertinence. Madame Chubin, par rapport aux charges et par rapport à la période temporelle, le Président, on verra. Cela pourrait avoir une pertinence. Veuillez poursuivre, Maître Ndri. Oui, monsieur le témoin, est-ce qu'on peut y aller? Oui, reprenez la question. Je dis ces personnes que je viens de citer, Oui. et que vous venez de confirmer qu'elles faisaient partie donc de la rébellion armée. Oui. Lorsque M. Ouattara a fait son gouvernement, quelles étaient les fonctions ou les postes que ces personnes occupaient dans la nouvelle armée de Côte d'Ivoire? Ils étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire, les différents postes qu'ils occupaient, je ne sais pas. Je sais que Soumaïla Bakayoko, lui, il était le chef d'état-major jusqu'à une période récente. Maintenant, Chérif Ousmane, il était le commandant adjoint du GSPR, du groupement de sécurité présidentielle. Ensuite, Ouattao, il était le commandant adjoint aussi de la garde républicaine. Bon, M. Soro Guillaume, lui, depuis le temps de Gbagbo déjà, il était Premier ministre.
Donc, il a continué Premier ministre pendant un temps encore, au moment où Alassane est venu au pouvoir. Et puis après, il a été remplacé. Bon, ainsi de suite. Après avoir été Premier ministre, quelle fonction il a occupé, M. Soro Guillaume? M. Soro Guillaume, il a brillé un poste électoral, électif. En l'occurrence, député chez lui à Verké. Il a été élu. Il a brigué aussi la présidence de l'Assemblée nationale. Ses pairs l'ont élu. D'accord. Monsieur le témoin, pendant la crise post-électorale, est-ce que vous avez entendu parler du commando invisible? Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler du côté de Abobo. Qui était à la tête de ce commando invisible? Quelqu'un qu'on appelait le commandant Fognon. C'est lui qui était à la tête de ce mouvement-là. On l'appelait le commandant Fognon. C'est ce que la presse nous disait. Et M. Ibrahim Koulibaly, dit IB, ses rapports avec le commando invisible? Ça, je ne sais pas, ses rapports avec le commando invisible. Je ne suis pas militaire, je ne faisais pas partie du commando invisible, je m'informais par la presse. La presse nous disait qu'il y avait un commando invisible à Abobo et que le chef de ce commando invisible-là, c'était le commandant Fognon. Qui était le commandant Fognon? Ça, moi, je ne saurais le dire. D'accord. Pendant la crise post-électorale, est-ce que vous avez entendu parler du massacre des civils dans la nuit du 6 au 7 mars 2011 dans le village ébrié d'Anokwa-Kouté? Ça, j'ai entendu ça aussi par la presse. J'ai entendu ça par la presse proche du pouvoir d'alors, bon, enfin, du FPI, les journaux bleus, comme on les appelle ici, à Côte d'Ivoire, les journaux bleus. J'ai appris qu'il y avait eu des tueries là-bas, mais je ne suis pas d'Abobo, je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est dans la presse que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça sur France 24 ou par d'autres réseaux? Non. Non. À l'époque, c'est sur les journaux. C'est les journaux que j'ai vu. C'est sur les journaux que j'ai vu ça. J'ai pas vu, peut-être qu'à l'époque, j'ai pas regardé France 24. Peut-être qu'ils en ont parlé, je sais pas. Mais c'est sur les journaux que j'ai appris ça, les journaux bleus, surtout. Pourquoi vous vous sentez obligé de préciser que ce n'est pas les journaux bleus concernant une information donnée? C'est parce que vous doutez de l'information ou qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Les journaux, souvent les journaux sont sous l'étiquette des partis. Les journaux sont souvent sous l'étiquette des partis politiques. Ils sont à la coloration, ils ont des colorations politiques. Et souvent, les informations, ils les donnent avec cette arrière-pensée-là. C'est-à-dire, l'information, ils donnent ça, mais de manière souvent un peu partisane. Voilà pourquoi j'ai dit. On va y revenir, mais au moment où nous y sommes, puisque vous avez ouvert la brèche, vous avez parlé des journaux bleus. Et les journaux d'en face, comment est-ce qu'on les qualifie ou bien comment est-ce qu'on les identifie? Eux, ils n'ont pas de couleur particulière. On dit les journaux bleus, pourquoi? Parce que tous les journaux proches du FPI, sur leur une, sur leur, comment je peux dire ça, leur design,
il y a toujours la couleur bleue qui domine. Voilà pourquoi on leur a attribué ce truc-là de journaux bleus. Bon, les autres, c'est hétéroclite. Bon, il y a du vert, il y a du noir, il y a de l'orange et tout. Donc, on n'a pas pu trouver un nom pour ces journaux-là. Mais les journaux proches du FPI, quand vous regardez la une, toujours le bleu domine. Voilà pourquoi on les appelle les journaux bleus. Donc, selon les informations que vous donnez devant la Chambre, en ce qui concerne les journaux, c'est que tous les journaux, si je veux vous croire, si je veux reprendre vos propos, sont affiliés à des partis politiques. C'est bien ça? Que ce soit le FPI ou le RDR. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y en a qui sont affiliés aux partis politiques. Bon, monsieur Mais il y a d'autres, monsieur le témoin, s'il vous plaît, on va faire simple. Maître Ndri. Le président. Maître Ndri, vous chevauchez. Ah, mais c'est parce que je voudrais vraiment qu'on aille très vite. Quel est le journal affilié au RDR? Le journal qui est proche du RDR, c'est le Patriote. C'est le journal Le Patriote. Ça, il est proche du RDR. Il y en a d'autres, hein. Mais le Patriote, c'est un journal qui est assez proche du RDR. Alors, si je vous suis, je vous ai parlé de Andokwa Kouté. Et lorsque vous m'avez donné la réponse, votre réponse, vous avez immédiatement donné la source de votre information, à savoir les journaux bleus. Et vous dites que les journaux en Côte d'Ivoire donnent souvent des informations erronées. En dehors de ces journaux, est-ce que la réalité factuelle du massacre d'Andokwa Kouté, en ce qui vous concerne, vous qui déposez devant cette chambre aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité ou une invention des journaux bleus? Maître, je vais faire une précision d'abord. Vous dites que j'ai dit que les journaux en Côte d'Ivoire donnent des informations erronées. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit les journaux en Côte d'Ivoire sont souvent affiliés à des partis politiques. Ils sont proches de certains partis politiques. Et alors, quand ils donnent les informations, souvent il y a ce relan d'appartenance-là qui sort, qui ressort dans le relèvement de l'information. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils donnent des informations forcément erronées. Mais il peut exagérer des faits, il peut minimiser des faits selon que voilà, ça arrange ou pas le parti dont il est proche. Ça, j'aimerais faire cette précision-là. Ensuite, laissez-moi finir. Vous allez poser votre question après. Laissez-moi finir. Donc, Monsieur le témoin, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais... on n'a pas assez de temps. Alors, il fait des développements. Permettez que je l'arrête là pour poser d'autres questions. Mr. President. Madame Chupin, Monsieur le Président, Madame le procureur, je voudrais demander que le témoin puisse terminer ses réponses. Voilà 2 fois maintenant qu'on l'interroge. Le président, Monsieur le témoin, si vous pensez que vous avez quelque chose d'important à dire à la Chambre, vous pouvez le dire à la Chambre. je continue. Après cette précision-là, je vous dis, maître, je vous dis que je n'étais pas à Abobo. Moi, je n'habite pas à Abobo, j'habite Yopougon. Donc, j'étais loin, très loin du théâtre des actions. J'ai appris ça par la presse. Ce que j'ai vu dans la presse, c'est ce à quoi je peux m'en tenir. Je ne peux pas ajouter quelque chose dessus. Je n'habite pas à Bobo. J'étais loin du théâtre des opérations. Je ne peux pas dire plus que ça.
OK. OK. Le président, très bien. Merci. Maître Andry. Commandant Fognon, est-ce que vous connaissez son appartenance régionale en Côte d'Ivoire? Commandant Fognon, je ne le connais même pas. Je ne sais pas c'est qui, commandant Fognon. C'est dans la presse qu'on disait que le commando invisible est dirigé par le commandant Fognon. Le commandant Fognon, c'est qui? Je ne sais pas. Moi, je ne saurais vous le dire, je ne suis pas membre du commando invisible. Donc, je ne sais même pas c'est qui, commandant Fognon. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui c'est le commandant Fognon. Mais on disait que le commando invisible était dirigé par un certain commandant Fognon. Je m'en tiens à ça. D'accord. Les personnes que vous avez citées et qui étaient membres de la rébellion armée, pendant la crise post-électorale, est-ce que vous confirmez que ces personnes étaient au Golfe? Moi, pendant la crise post-électorale, j'étais préoccupé à sauver ma peau parce qu'on cherchait à me tuer. Donc, je n'étais pas au Golfe. J'apprenais les informations à travers les médias. Si les médias disent qu'ils étaient au Golfe, ben, c'est que certainement ils étaient au Golfe. Moi, de visu, je ne les ai pas vus, je ne pouvais pas me déplacer. Mais c'est ce que les médias disaient. Bon, s'ils y étaient vraiment, bon, s'ils n'y étaient pas vraiment, moi, je ne saurais le savoir parce que moi, j'étais plus préoccupé par protéger ma vie. On cherchait à me tuer. Donc, peut-être qu'ils étaient au Golfe, peut-être qu'ils étaient ailleurs, ça, je ne peux pas le dire. Monsieur le témoin, pour notre interrogatoire, je voudrais vraiment que vous soyez très bref dans les réponses que vous donnez. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez jamais vu une vidéo de M. Soro Guillaume et de M. Ouattao au Golf Hotel, lançant un appel en ce qui concerne la marche du 16 décembre. Est-ce que vous n'avez jamais vu une telle vidéo avec la présence de ces personnes membres de la rébellion armée au Golfe? Ça, j'ai vu. C'est bon. Pourquoi aujourd'hui, à la question de savoir si ces personnes étaient au Golfe, vous nuancez vos propos comme si ces personnes n'y étaient pas? C'est ce que j'ai dit. Vous deviez maintenant me demander à quel moment j'ai vu ces vidéos-là. No, but that's not true. Le président, non, non. Ils étaient peut-être au Golf Hotel, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, c'est ce que j'ai lu en anglais. Monsieur le Président, je lui ai demandé si les personnes qui étaient membres de la rébellion armée et que nous avions donc eu à parler précédemment étaient au Golfe pendant la crise post-électorale. Well, Et il a nuancé ses propos pour dire peut-être qu'ils étaient là-bas, peut-être qu'ils n'y étaient pas. Moi, je veux une réponse précise, c'est pour cela que je relance le témoin. no. No, I'm putting. Le président, je vais poser la question au témoin. Est-ce que vous êtes jamais allé au Golf Hotel pendant cette période? Je ne suis jamais allé au Golfe. Je vous ai dit que pendant la crise, je cherchais ma peau, je cherchais à protéger ma peau. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, je ne pouvais pas. Mais si je sortais, vraiment, il fallait faire. Je ne suis pas arrivé au Golfe.
suis jamais arrivé au golf jusqu'à ce que la crise prenne fin. Et même après la fin de la crise, je ne suis pas arrivé au golf. Do you know who Le président. À ce moment-là, savez-vous ce qu'était le Golf Hotel was at the Gulf Hotel? et qui se trouvait au Golf Hotel? Oui, à cette époque-là, avant même le déclenchement de la crise, je sais que le Golf Hotel était le QG de campagne de mon parti politique, du candidat de mon parti. C'était le QG de campagne, mais je n'y suis pas parti. Mais c'était le QG de campagne. Et ensuite, quand il y a eu des difficultés pour annoncer les résultats des élections, je sais que on a délocalisé la CEI à cet endroit-là. J'ai appris tout ça dans les médias. Donc, je savais que là-bas, tout cela se trouvait là-bas. Mais moi, je ne me suis pas rendu. Maître André. Président Maître André. Monsieur le Président, j'ai entendu dans la réponse du témoin une information. Je voudrais lui demander, vous avez dit qu'on a délocalisé la CEI ou bien vous avez vu M. Youssouf Bakayoko dans les locaux du Golfe? Monsieur, je ne sais pas à quel jeu on joue. Je suis clair dans mes propos. J'ai dit je ne me suis jamais rendu au golf, ni pendant la crise, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé au golf. Comment je peux voir M. Soumaïla Bakayoko dans les couloirs du golf? Je ne peux pas le voir. Je vous dis, je ne suis pas allé au golf. J'ai vu ça à la télévision. J'ai vu, c'est par les médias que j'ai appris que c'est là-bas qu'il allait pour annoncer. On a suivi ça à la télévision. C'était pour être précis, c'est M. Youssouf Bakayoko que vous avez vu au golf. Pas le déplacement de la commission, parce que c'est ce que vous avez dit, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Vous avez dit que selon les informations, la commission électorale aurait été déplacée au golf. Pour moi, vous avez vu M. Youssouf Bakayoko au golf et non la commission. Est-ce que nous sommes d'accord sur cette précision? Nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai jamais dit. J'ai dit la commission a été délocalisée parce qu'on empêchait cette commission-là de faire son travail à son siège. Alors, la commission a été déplacée au golf. Maintenant, si c'est M. Youssouf Bakayoko seulement qui est allé pour annoncer au golf, ça, je ne sais pas. Mais je sais que les résultats des élections ont été annoncés depuis le Golf Hotel. C'est ce que je sais parce qu'on a empêché la CEI d'annoncer les résultats à son siège. C'est ce que j'ai dit. Monsieur le Président, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a un problème de traduction. Parce que j'ai l'impression que ce que j'entends n'est pas ce que vous entendez en termes de traduction. Well, Le président. Ce que j'entends et ce que j'ai entendu, c'est que je sais que la CIE a été réinstallée à cet endroit. J'ai lu tout ça dans les médias. Je suis au courant de tout cela, mais je n'y suis pas allée moi-même. Je n'ai jamais dit, d'après ceci, il n'a jamais parlé, il n'a jamais dit, il n'a jamais cité ce nom. C'est que nous avons bien entendu l'interprétation. Et c'est pourquoi je relance le témoin pour lui poser la question de savoir si ce qu'il a appris, ce qu'il a vu à la télévision, était-ce la présence de M. Youssouf Bakayoko, donc individu, agissant seul, parce qu'une commission, c'est une commission, c'est un ensemble. Ce qui a été présenté à la télévision que nous avons vu, c'est M. Youssouf Bakayoko. Là, il nous dit que la commission a été déplacée, donc délocalisée dans les locaux du Golfe. Il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est pour ça que je lui pose la question. Est-ce que c'est M. Youssouf Bakayoko qui l'a vu ou c'est la commission qui s'est déplacée pour aller au Golfe?
Alors, monsieur le témoin, donc je reviens. Est-ce monsieur Youssouf Bakayoko que vous avez vu donc à la télévision? Nous savons que vous n'y étiez pas. Vous avez déjà répondu. Ou la commission qui s'est déplacée pour aller au golf? Vous nous dites juste ça, cette réponse. Le reste des commentaires, vous les avez déjà faits. Est-ce la commission ou monsieur Youssouf Bakayoko que vous avez vu? J'ai vu M. Youssouf Bakayoko annoncer les résultats à partir du golf. Ok, c'est bon. Monsieur le témoin, vous êtes un homme très actif dans le RDR, et vous l'avez dit. N'est-ce pas? Allons-y. D'accord. C'est vrai. Alors, est-ce que pendant la crise post-électorale, vous ne recevez pas d'informations ou de mots d'ordre de la part de vos leaders, dont notamment M. Soro Kibafori Guillaume, qui était en ce moment-là au Golfe? Vous demandez à quelle période? Pendant la crise post-électorale, donc de novembre, 28 novembre 2010 jusqu'en mai 2011. J'entendais M. Soro Guillaume lancer des appels. On apprenait cela par la presse. Mais moi, ça ne me concernait plus. Ça ne me concernait plus parce que depuis le 25 février, moi, j'étais obligé de vivre en clandestinité. Donc, ça ne me concernait plus. Monsieur le Président, franchement, je voudrais que le témoin réponde seulement qu'à mes questions. Yes, I know. Le Président, je sais que vous aimeriez qu'il réponde à vos questions, mais si le témoin souhaite expliquer, vous lui avez demandé s'il avait reçu des instructions ou une formation ou des instructions, n'est-ce pas, à cause de sa position au sein du RDE. Si vous voulez une réponse oui ou non, eh bien, c'est pas ce que vous avez obtenu, ça c'est sûr. Mais la réponse a été claire. Qu'il a obtenu, donc, qu'il a reçu des mots d'ordre, mais que cela ne le concernait pas. Mais qu'il me dise d'abord, dans ma réponse, qu'il y avait donc entendu des mots d'ordre. Si je lui pose maintenant une seconde question en ce qui concerne soit la mise en œuvre, là, dès cet instant, il pourra me dire que cela ne le concernait pas. Mais ma première question, c'était de savoir si ils avaient entendu les mots d'ordre de leur leader au Golfe. Oui ou non? Did you receive? Le Président, avez-vous reçu des ordres ou des instructions de la part des chefs du RDE qui se trouvaient au Golf Hotel? C'est la question qui est posée. RDR. Bon, il m'a posé la question si j'ai reçu des mots d'ordre de mon patron, Soro Guillaume, à partir du Golfe. Moi, j'ai entendu les appels que Soro Guillaume lançait depuis le Golfe. Ça ne s'adressait pas forcément, directement aux militants du RDS. Ça, c'est une précision que je me répète. Il parlait de tous ceux qui sont démocrates, tous ceux qui veulent... c'était pas destiné exclusivement aux militants du RDR. Ça, c'est une précision. Et puis moi, de ma position où j'étais, je reviens dessus. Je n'étais même plus en mesure de me déplacer correctement. Donc, ça ne me concernait pas. Moi, j'écoutais seulement, je suivais seulement les informations, mais pas dans le cas d'élaborer quoi que ce soit.
Le- L'appel de M. Soro Guillaume le 12, en décembre 2010, la marche sur la RTI. Vous étiez où en ce moment-là? Ce moment, j'étais dans mon quartier. J'étais dans mon quartier. Je ne suis allé nulle part pendant la crise. Je ne suis allé nulle part pendant la crise. Je suis resté dans mon quartier pendant toute la longueur de la crise. D'accord. Donnez-moi le contenu des mots d'ordre que M. Soro Guillaume donnait depuis le Golf Hotel et que vous avez entendu. Excusez-moi. Il était question d'aller à la RTI pour, je pense, installer une nouvelle direction. Voilà, je pense que c'était ça le mot d'ordre. Aller installer une nouvelle direction parce que, voilà, les informations qui étaient données là-bas étaient manipulées et tout. Je pense que c'était ça le mot d'ordre. Vous n'avez jamais entendu parler de mots d'ordre lancés depuis le Golfe en ce qui concerne la désobéissance civile? À quelle période? Pendant cette même période, crise post-électorale, pour être juste, à partir de janvier 2011. Ça, je ne sais pas ça, je n'ai pas vu ça. Pour la marche sur la RTI, je sais, ils ont dit qu'il fallait aller installer une nouvelle direction, mais ce que vous dites là, ça, je ne sais pas. Ok, d'accord. Et le mot d'ordre appelant les Ivoiriens à une révolution sur le modèle tunisien, vous ne l'avez jamais entendu? Oui, ça j'ai entendu. J'ai entendu aussi par voie de presse. J'ai entendu. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, Soro Guillaume, votre patron. Quand votre patron donne un tel mot d'ordre, vous qui êtes très actif au niveau du RDR, comment vous vous organisez pour l'appliquer? Maître, j'aimerais qu'on fasse une précision. Je n'ai jamais dit Soro Guillaume est mon patron. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Je vous ai dit que Soro Guillaume, il appelait tous les Ivoiriens, tous les démocrates, etc. Je n'ai jamais dit que Soro Guillaume est mon patron. Il n'est pas mon patron, hein. Il n'est pas mon patron. Voilà. Donc, faites cette précision-là. C'est vous qui avez dit que Soro Guillaume est responsable du RDR, il est mon patron. C'est pas moi qui l'ai dit. Je n'avais pas parlé de patron, mais je vous lis à la page 97. D'abord, je remonte un peu ma question. J'ai parlé de leader du Golfe, les leaders du Golfe. Et vous, en répondant, vous dites, bon, il m'a posé la question si j'ai reçu des mots d'ordre de mon patron Guillaume à partir du Golfe. Oui. C'est vous qui avez employé le mot patron. Oui, parce que j'ai cru que à la place de leader, vous aviez dit patron. C'est que c'est leader que vous aviez dit. Il n'est pas mon leader. Voilà, il n'est pas mon leader. C'est pas Soro Guillaume qui est mon leader. C'est un leader d'opinion. Oui, à cette époque-là, c'était comme ça. Et il a lancé un appel, pas aux militants
du RDR exclusivement, il a lancé un appel aux démocrates, à tous ceux qui se disaient démocrates. C'est à eux qu'il a adressé l'appel, pas exclusivement aux militants RDR. Il n'est pas mon patron. Au RDR, il n'est pas mon... D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la journée du 25 février 2011. Je voudrais savoir, lorsqu'on vous a posé la question en ce qui concerne les propriétaires des magasins qui étaient situés côté donc de Doucouré, vous avez dit qu'il avait des Nigérians, des Maliens, des Burkinabés, et puis aussi des Ivoiriens. Mais sur une question précise de la représentante légale des victimes, vous avez confirmé les Djoula, donc propriétaires des Djoula. Est-ce que vous pouvez me donner le nom, ou certains noms, des propriétaires de ces magasins situés côté donc Doucouré? Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns? Je peux en citer certains. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelait Tchemokoro. On l'appelle Tchemokoro. C'est un jeune compatriote. Il est ivoirien. Il y avait un kiosque à café là. Un kiosque là où on mange, on prend de petits déjeuners. Il y avait un kiosque là, ça s'appelait Tchemokoro. Ensuite, il y a un jeune du nom de Baba. Il a été tué même pendant la crise. Qui avait son magasin là, de ferronnerie. Il fabrique les portes en fer, etc. Il avait son magasin là. D'accord. Dans ce lieu-là, on peut compter approximativement combien de magasins? Approximativement. Je ne peux pas donner des chiffres exacts parce qu'il y en avait nombreux, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Je ne peux pas donner des chiffres exacts. Mais tout le long, hein, c'est-à-dire si au moins 60 mètres, voilà, tout, il y avait des magasins, si au moins 60 mètres, hein, coller des magasins. Il y en avait beaucoup. Je ne peux pas donner un chiffre exact, mais il y en avait beaucoup. Quincaillerie, tout ça. D'accord. Et en dehors des nordistes, donc de la Côte d'Ivoire, je veux parler des Ivoiriens, il n'y avait aucun autre Ivoirien, c'est-à-dire ressortissant ivoirien d'une autre région de la Côte d'Ivoire, qui possédait un magasin en ce lieu? Si, pas face au boulevard principal, mais dans le rayon, en tout cas, il y a un décorateur qui avait son magasin là-bas. Lui, il n'est pas nordiste. Il y a un décorateur qui avait son magasin là-bas. Lui, il avait son atelier de décoration, confectionne les t-shirts, etc. Lui, il avait son magasin là-bas. Il n'était pas nordiste. À part lui, qui encore? Peut-être qu'il y en avait, mais je ne peux pas connaître l'origine de tout le monde. Mais la dominance, c'était les nordistes. Monsieur le témoin, vous dites peut-être qu'il y en avait. Est-ce que, pour pouvoir déclarer devant la Chambre que la majorité, c'était des nordistes ou des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez fait un recensement? Est-ce que j'ai besoin de faire un recensement pour ça? Je n'ai pas fait un recensement.
Mais c'est un quartier que j'ai fréquenté. C'est un quartier que j'ai fréquenté. Je me rendais là-bas souvent. J'avais même des amis là-bas. J'avais des camarades là-bas. J'ai mon frère qui avait son atelier là-bas aussi. Donc, j'ai fréquenté les lieux. D'accord. À l'issue du pillage des magasins dans ce lieu, selon vos informations, est-ce que vous savez si le magasin, selon vos informations, de cette personne qui n'était pas donc ressortissante du nord de la Côte d'Ivoire, si son magasin a été épargné? Selon mes informations, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je vous ai dit que depuis déjà le 25 février, tenez compte de ça, depuis le 25 février, moi, mes mouvements étaient déjà très limités. Je ne pouvais pas me déplacer comme je le voulais. Tous ces pillages, tout ce qui s'est passé là, ce n'est que après la crise que moi j'ai pu aller sur les lieux des différents événements là pour constater. Donc, alors, quand vous avez constaté, est-ce que le magasin de ce monsieur avait été épargné? alors ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à ça. Surtout, c'est les morts. Les morts, c'est surtout les morts, les gens qui ont été tués.